Margaret Marouani, qui est donc sociologue, directrice de recherche au CNRS, qui dirige le MAGE et qui a fait de nombreux travaux et qui a en particulier en tout cas initié une démarche très importante qui était celle de donner une réalité, de rendre visibles les statistiques sexuées. Ça a été un long combat qui n'est pas terminé. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage qu'elle a fait avec Monique Méron, qui est de l'INSEE, Un siècle de travail des femmes en France, 2001-2011, elles ont fait un travail énorme à partir d'une statistique, j'allais dire un peu éparpillée, un peu incomplète. Elles ont essayé de reconstituer un corpus identifiant très clairement cette réalité et cette permanence de l'emploi des femmes au cours du siècle dernier, et avec aussi, je crois, une grille de lecture extrêmement intéressante pour nous, qui nous permettent, au-delà de la compréhension des mécanismes et de l'évolution de l'emploi des femmes, et en tout cas de la réalité de ce travail des femmes, de bien identifier et comprendre les mécanismes qui ont été des mécanismes de blocage et de limitation de l'accès des femmes à un emploi dans une logique égalitaire. Je ne vais pas développer plus longtemps, je vous donne la parole, Margaret Marouani, et je vous remercie en tout cas parce qu'on peut considérer qu'avec vous, nous avons vraiment une démarche exemplaire d'une chercheuse engagée depuis de très nombreuses années sur les questions des droits des femmes et sur les questions de l'égalité professionnelle, et qui a permis de nourrir de nombreuses générations. Et je crois d'ailleurs que vos travaux sont aussi une référence pour les ouvrages, je crois, des lycéens et des lycéennes et des lycéens. Ils doivent, à mon avis, être tout à fait intéressés par ce que vous allez nous dire. Merci. Merci beaucoup Fatima, merci à Maya, merci à Rachel, merci à Valérie Suchot qui ont organisé cette troisième rencontre. Je suis très heureuse de ce partenariat que nous avons engagé avec la mairie de Paris, avec la coordination des droits des femmes, le MAGE, un vrai maillage, comme tu disais Rachel, et c'est un vrai plaisir pour moi de venir parler dans ce cadre-là. Donc, moi, je vais faire un petit retour en arrière. Là, on était dans les 6 mois en avant. Là, je vais faire un retour en arrière sur le siècle. Je voudrais d'abord dire que je suis non seulement très heureuse de parler ici, mais aussi très heureuse du thème qui a été choisi, le thème de l'autonomie économique des femmes. C'est un thème essentiel, c'est une question essentielle pour traiter de la question des femmes dans la société, de leur place dans la société, de leur statut, de leur poids dans les rapports sociaux de sexe. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau sociétal. Au niveau individuel, la place des femmes dans la famille et plus largement dans la sphère privée n'est pas la même selon qu'elles ont une activité professionnelle ou pas, selon qu'elles travaillent à temps plein ou à temps partiel, selon qu'elles sont en situation stable ou précaire, selon qu'elles connaissent des périodes de chômage longues ou pas, selon le montant de leur salaire aussi. Leur place n'est pas la même, leur statut n'est pas le même. C'est vrai aussi au niveau de la société, au niveau sociétal. La place des femmes, leur image, leur statut n'est pas le même selon qu'elles constituent le quart de la population active, le tiers ou la moitié, comme c'est le cas aujourd'hui en France, selon que la majorité d'entre elles travaillent à temps plein ou à temps partiel, selon qu'elles occupent des postes qualifiés ou qu'elles travaillent dans des métiers dits subalternes. Mais justement, cela étant dit, pour les femmes, qu'appelle-t-on activité, qu'appelle-t-on travail, qu'appelle-t-on emploi ? Comment compte-t-on le travail des femmes? Comment le recense-t-on? On sait que le chiffre est politique. On le sait très bien pour le taux de chômage, on le sait pour l'indice des prix. Le sait-on pour le travail des femmes? Et pourtant, oui, le chiffre, il est politique. Le nombre de femmes qui travaillent, savoir combien
combien elles sont, où sont-elles, c'est quelque chose d'éminemment politique. Et c'est l'un des résultats de cette recherche au long cours menée avec Monique Meuron sur un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011. Nous sommes repartis des recensements depuis le début du siècle, 1901, pour essayer de reconstituer une série longue. Et en essayant de garder chaque fois les définitions de chaque époque, pour comprendre comment à chaque époque on a défini ce qu'on appelait le travail des femmes. Et ce que l'on voit, c'est que chaque société, chaque époque, chaque culture produit ces formes de travail féminin et secrète ces images et ces représentations. Les chiffres participent très activement à cette construction sociale. Nous les avons décortiqués longuement, minutieusement, avec un double objectif. D'une part, recompter le travail des femmes au XXe siècle et en même temps décrypter la façon de compter. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est chiffrer et déchiffrer, ausculter l'art et la manière de fabriquer des statistiques. Et il s'agissait pour nous de retrouver les chiffres et les logiques qui présidaient aux définitions de chaque époque, de comprendre comment à travers les statistiques et les périmètres successifs de l'activité, de comprendre les comptes et les codes sociaux qui délimitent les frontières de ce qu'on appelle le travail des femmes. Et c'est les résultats de cette recherche que je vais essayer de vous livrer rapidement. Enfin, les résultats qui intéressent directement le thème de notre forum débat d'aujourd'hui, l'autonomie. Alors, la difficulté à délimiter ce que l'on compte et nomme comme le travail pour des femmes, c'est un leitmotiv qu'on a lu, c'était curieux, dans tous les recensements du début du siècle. Il y avait toujours un endroit où il y avait cette phrase « Le classement des femmes est souvent affaire d'interprétation ». Et c'est justement ce que nous avons voulu repérer. Repérer précisément l'évolution de ces interprétations et les comprendre. Parce qu'il y a bien un problème de lisibilité des chiffres, mais il y a aussi, Rachel le disait tout à l'heure, des interrogations sur la visibilité du travail des femmes. Où passent les frontières entre l'emploi repérable et le travail informel? Comment les femmes ont-elles été, au fil des ans, recensées, omises, recalculées, effacées ou reconnues? Parce que sur les femmes pèse toujours ce que nous avons appelé le soupçon rampant de l'inactivité. Une paysanne dans un champ, est-ce qu'elle travaille ou est-ce qu'elle regarde le paysage? Une ouvrière licenciée, est-ce une chômeuse ou une femme qui rentre au foyer? Ces questions récurrentes et navrantes que l'on réserve aux seules femmes, jamais on se posera ces questions pour un homme, ces questions navrantes, donc, elles nous disent le contraste entre l'évidence du travail des hommes et la contingence du travail des femmes. Le fait de déclarer ou non une activité rémunérée ou une profession, le fait de distinguer la fonction sociale de travailler et d'avoir un emploi, un métier, des autres fonctions plus domestiques ou strictement familiales, c'est s'affirmer comme membre d'une société économique. En regardant comment se construisent au fil des ans les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, je crois que l'on peut raconter quelque chose de l'histoire de leur statut. Parce que pour moi, le travail féminin, c'est un fil rouge pour lire la place des femmes dans la société, dans toutes les sociétés contemporaines. Et en ce sens, la délimitation des frontières du travail des femmes, c'est une question éminemment politique, je le répète. Alors, premier résultat de ce travail de fourmi dans les statistiques de l'emploi. Premier résultat, la baisse tendancielle de l'activité féminine durant la première moitié du XXe siècle, dont on nous a longtemps parlé, c'est une illusion d'optique statistique. Je vais expliquer. L'histoire habituellement racontée du travail des femmes au XXe siècle nous dit généralement une baisse tendancielle de leur activité professionnelle de 1901 au début des années 60. Or, si l'on tient compte des changements de définition dans l'activité agricole, il semble bien qu'il n'y a pas eu, durant la première moitié du XXe siècle, de tendance générale à la diminution de l'activité féminine. La fameuse baisse tendancielle de 1901 à 1962 est tout simplement le produit d'une illusion d'optique due à un changement de définition. Que s'est-il passé? En 1954, l'INSEE décide de modifier la définition de l'activité dans le secteur agricole à partir d'une hypothèse forte. L'hypothèse est celle-là que dans l'agriculture, les femmes qui ne se déclarent pas explicitement agricultrices seront désormais considérées comme des inactives et disparaîtront des chiffres de la population active. Jusque-là, on trouvait que l'hypothèse inverse allait de soi. Une femme en âge de travailler, résidant dans une exploitation agricole, était bien une agricultrice. Brusquement, donc, elle est transformée en une inactive qui regarde passer les vaches en faisant la vaisselle. Voilà. Donc, le changement de définition de 1954, il a soustrait d'un coup 1 200 000 personnes de la population active, 1 200 000 personnes, dont 1 million de femmes. Et ensuite, on a recalculé le travail des femmes de 1901 à 1962 à partir de cette nouvelle définition.
c'est-à-dire qu'on a recalculé à la baisse le travail des femmes. Voici le tableau des chiffres du travail des hommes et des femmes sur le siècle, sur le XXe siècle. Donc, et vous voyez, en 1954, il y a 2 chiffres du travail des hommes et des femmes, et vous voyez que celui des femmes est raccourci d'1 million. Dès lors, l'augmentation de l'activité des femmes constatée depuis les années 60 part d'un point artificiellement bas, et la fameuse croissance de l'activité féminine qui se poursuit aujourd'hui, elle en paraît donc renforcée. Et d'autant que depuis le début du XXIe siècle, les taux d'emploi sont dopés. Aujourd'hui, en effet, les statistiques sont focalisées sur l'exigence de croissance du taux d'emploi à tout prix. Vous savez que désormais, 1 heure de travail rémunéré dans la semaine suffit à compter l'étudiante, le chômeur ou le retraité parmi les personnes ayant un emploi. Les objectifs européens sont passés par là. Revenons au XXe siècle. Le résultat le plus marquant de notre recherche, c'est quand même l'importance et la permanence du travail des femmes. L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable. Nos chiffres montrent la constance du poids de l'activité des femmes en France. Elles n'ont constitué jamais moins du tiers de la population active et près de la moitié aujourd'hui. 7 millions de femmes environ étaient actives en 1901, 14 millions aujourd'hui. Du côté des hommes, la croissance, il faut bien le dire, est plus light. On passe de 13 millions en 1901 à 15 millions en 2008. Deuxième résultat de cette recherche, la discontinuité... Alors, attendez, là, j'ai bien un graphique. Voilà, la part des femmes dans la population active. Deuxième résultat, la discontinuité des trajectoires d'activité des femmes. On pensait qu'elle existait depuis toute éternité. Or, ça a été une parenthèse sur le siècle. S'arrêter de travailler quelques années ou plus lorsque l'enfant paraît a été une particularité de l'activité féminine qui la rendait spécifique, entre guillemets, et par là même vulnérable aux discriminations. C'est donc ce que l'on nomme la discontinuité de l'activité professionnelle des femmes. Or, si on regarde l'ensemble du XXe siècle, on voit une très spectaculaire croissance de l'activité des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, croissance qui démarre dans les années 60 et se poursuit aujourd'hui. Donc, cette discontinuité, elle est devenue de nos jours, tout à fait résiduelle. Les taux d'activité des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, ils étaient de 40% à peu près dans les années 60, ils sont de 85% aujourd'hui. D'où la question, mais de quand date cette tradition, on pensait que c'était de toute éternité, depuis le début du siècle et même avant. Or, en fait, il n'en est rien. En fait, c'est entre 1946... Voilà, vous avez les courbes sur le siècle. Vous voyez la première courbe, c'est entre 1946 et 1968 que les comportements des femmes ont été particulièrement spécifiques. Vous voyez là-haut. Mais contrairement à ce qu'on pensait, il ne s'agit pas d'une tradition. Vous voyez, au début du siècle, c'est la première diapositive, les courbes d'activité étaient planes. Donc, c'est la parenthèse des années 1946-1968, c'est celle-là, c'est la parenthèse de la discontinuité, c'est la période d'après la Seconde Guerre mondiale, qui correspond également au baby-boom, une période où la fécondité a été particulièrement forte en France et où l'idéologie de la femme au foyer s'est épanouie. Donc, ce résultat, il est tout sauf un détail, parce que, au-delà des constats sur les interruptions de travail des femmes quand vient le temps des enfants, interruptions qui ont toujours justifié aux yeux de nombreuses personnes le fait que les hommes et les femmes n'ont pas des carrières semblables, n'ont pas des salaires semblables, plus qu'elles s'arrêtent de travailler. Bon. Aujourd'hui, elles ne s'arrêtent plus, quasiment plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants, mais quand même la question est tout à fait fondamentale, parce que, au fond, derrière la discontinuité se pose quoi? L'activité des femmes est-elle vraiment si dépendante de leur vie familiale? Eh bien, en fait, il semble bien que non. Ce n'est pas si simple que ce qu'on en a l'habitude d'entendre, et en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas comme on le pensait. Troisième résultat, il concerne les pénuries d'emploi, que j'appellerais ici les ennemis de l'autonomie. Et dans les pénuries d'emploi, je mets le chômage, le travail à temps partiel et le sous-emploi. Alors là, on observe des sérieuses régularités. Chômage et sous-emploi, chômage, sous-emploi, travail à temps partiel ont existé sur tout le XXe siècle, avec des appellations, des définitions, des délimitations très différentes. Encore plus que pour l'activité et l'emploi, la question du repérage ici est cruciale et la reconstitution statistique est très problématique. Sur aucun de ces phénomènes, on peut dresser un tableau d'ensemble du XXe siècle.
ils ont au moins un point commun, leur chiffrage, il est incertain, il est polémique, il est politique, là encore. De plus en plus, on le sait, les chiffres du chômage servent d'indicateur de l'état de la question sociale. Ceux qui concernent les femmes sont particulièrement délicats, incertains, fragiles. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ombre de l'inactivité plane toujours sur la privation d'emploi. Entre une chômeuse et une femme au foyer, les frontières sont très poreuses et les façons de les définir peuvent changer complètement la vision des choses, pas la situation réelle, bien sûr. Alors, pour le sous-emploi et le travail à temps partiel, les choses sont quand même plus simples. Depuis qu'ils sont recensés, on voit bien qu'il s'agit pour l'essentiel d'une affaire de femmes. Aujourd'hui, 30% des femmes et 7% des hommes qui ont un emploi sont à temps partiel et ces proportions ont à peine frémi depuis quelques décennies. Donc, dans l'histoire du XXe siècle, le travail à temps partiel pose un problème particulier. On a construit une forme d'emploi spécifiquement féminine qui vient contrecarrer la tendance à l'homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins observés depuis les années 60. Le travail à temps partiel a été créé de toutes pièces pour elle, du sur-mesure, pourrait-on dire. Mais alors, de là à raconter qu'il convient bien aux femmes, là, c'est une autre histoire. Là, on rentre dans ce que j'appelle le mensonge social. Le travail à temps partiel, on ne le dira jamais assez, est pour nombre de femmes une véritable régression sociale. Qu'on le veuille ou non, il est le moteur de la pauvreté laborieuse et de la paupérisation de tout un segment du salariat féminin, du salariat d'exécution. Vendeuses, caissières, femmes de ménage, ouvrières à temps partiel. Quelle autonomie économique lorsque l'on travaille avec un statut d'emploi indécent pour un salaire indigent. Est-ce que j'ai le temps de... Voilà, juste là, je voudrais vous raconter une petite anecdote tirée d'une de mes... On sort des chiffres. Tirée d'une de mes enquêtes d'il y a des années et des années, mais elle m'est restée en mémoire sur le temps partiel. C'était une entreprise qui avait des difficultés économiques. La direction propose aux syndicats 3 solutions. Une charrette, comme l'on dit, de licenciement sec, plus d'une centaine. Que tout le monde réduise son temps de travail avec une réduction du salaire, ou bien mettre 250 personnes à mi-temps. Le syndicat choisit pour la 3e solution. Les 250 femmes de l'usine reçoivent une lettre, on leur propose le choix entre le licenciement ou le mi-temps, la porte ou le mi-temps. Eh bien, elles choisissent le mi-temps. Et bon, elles étaient extrêmement... choquée de tout ça, nous les avons longuement interrogées et je me souviens toujours de l'une d'entre elles qui me disait « Vous voyez, moi, depuis que je travaille à mi-temps, mon mari me dit tout le temps « Toi, tu ne travailles pas, mais tu bouffes. Ça ne te gêne pas, toi, tu ne travailles pas, mais tu bouffes. » Et cette phrase m'est restée complètement en mémoire et chaque fois que j'entends parler du travail à temps partiel qui permet la conciliation de ceci, cela, j'entends la voix de cette femme qui me dit mon mari me dit « Tu ne travailles pas, mais tu bouffes. » Voilà pourquoi le temps partiel, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une régression sociale. Et le voir sur le siècle permet de dire ça avec d'autant plus de force. 4e résultat, sur les métiers, la cartographie de la répartition par sexe des métiers, leur évolution montre que l'histoire des professions et des emplois n'est pas tout à fait le même pour les hommes et pour les femmes. Le déclin de l'agriculture ne s'est pas fait au même rythme pour les unes et pour les autres. La classe ouvrière a toujours été plus masculine. La tertiarisation des emplois a été plus rapide et plus importante pour les femmes. Tout au long du siècle, on voit à la fois des régularités, des récurrences et des ruptures. La permanence réside dans le maintien d'indéracinables bastions masculins et féminins. Très peu de femmes dans les chantiers, quasiment pas d'hommes dans les crèches, ni chez les particuliers pour aider aux soins des personnes âgées ou du ménage. Et en la matière, il faut quand même dire que la constance, elle est masculine tout autant que féminine. On peut toujours nous raconter que le monde du travail n'est pas mixte parce que les femmes ne s'intéressent pas à la technique, mais on oublie de dire que les hommes, eux, ils ne s'intéressent pas tellement au nettoyage, au ménage, aux soins des enfants et des personnes âgées. Dans le care, les hommes absents. Donc, les ruptures, car il y en a, il y a aujourd'hui des femmes magistrates, avocates, journalistes, médecins, alors qu'au début du siècle, il n'y en avait pas. Les ruptures, elles apparaissent du côté des catégories les plus diplômées, où l'on voit des professions qualifiées, autrefois hégémoniquement masculines, se féminiser sans se dévaloriser. Donc sur le front de la mixité, les choses évoluent différemment selon les classes sociales. La mixité, elle est en marche dans les professions supérieures, mais elle est en panne dans le salariat d'exécution. 5e et dernier résultat, le salariat. Le salariat, c'est le temps de la visibilité. Au début du XXe siècle, la majorité des femmes travaillaient chez elles. Elles étaient agricultrices, isolées, travailleuses à domicile, couturières payées à la tâche. Au XXIe siècle, la quasi-totalité des femmes sont salariées et quittent leur domicile pour aller travailler.
L'accélération de ce processus de salarisation, il date des années 1960. Petit à petit, les femmes rattrapent les hommes et à partir de 1975, et pour la première fois dans l'histoire du salariat, les femmes sont en proportion plus salariées que les hommes. Et alors, avec la diffusion du salariat, leur activité professionnelle est donc désormais devenue visible et autonome, déconnectée de leur statut familial. Les femmes salariées travaillent et gagnent leur vie, quelle que soit leur situation familiale et la profession du conjoint. Le salariat, en quelque sorte, consomme le divorce entre le statut professionnel et le statut familial. Et ça change tout, parce que c'est de l'autonomie économique des femmes qu'il s'agit, et donc de leur liberté. Alors, en conclusion, que dire ? Cette recherche sur le chiffrage du travail des femmes montre toute l'étendue, l'ampleur, la constance de l'activité féminine durant tout le XXe siècle. Nous avons voulu apporter une réponse sociologique et statistique au brouillage idéologique qui, de façon récurrente, occulte l'importance du travail des femmes, du travail professionnel des femmes, minimise le poids de leur contribution à l'activité économique du pays et dévalorise par là même leur statut dans la société. Dans le monde du travail, les femmes sont tout sauf une minorité. L'apport de leur force de travail a toujours été massif et indispensable. Leur travail n'a jamais constitué un accessoire pour la société, tout comme leur salaire n'est pas un appoint pour leur famille. Je le répète, jamais moins d'un tiers de la population active, près de la moitié aujourd'hui, telle est la part des femmes dans le monde professionnel au XXe siècle. Et c'est bien ce que ce voyage dans les méandres de la statistique met en évidence. En dépit des crises et des récessions, par-delà les périodes de guerre et d'après-guerre, les femmes ont vraiment beaucoup travaillé en France à toutes les époques de ce siècle. Mais leur travail a souvent suscité le doute. Est-ce bien du travail ce qu'elles font là, hein ? De fait, tout au long du XXe siècle, leur travail a été recalculé, recalé, redéfini. Et cela pose toute la question de la visibilité du travail des femmes, encore une fois. Où passent les frontières entre l'emploi professionnel reconnu et le travail invisible ? Entre la femme d'agriculteur et l'agricultrice, quelle différence ? Entre la bonne à tout faire et l'employée de maison ? Entre la femme de médecin et la secrétaire médicale ? Voilà. Or, reconnaître telle activité comme du travail professionnel ou au contraire la reléguer dans l'ombre de l'inactivité, c'est une décision politique, idéologique même, au-delà de l'option statistique, bien sûr. Dire ou ne pas dire le poids du travail des femmes dans le fonctionnement de la société, c'est un choix lourd de sens et de conséquences. Et donc, pour terminer, je dirais que l'autonomie économique et sociale des femmes, c'est le meilleur ennemi de la domination masculine. C'est l'ennemi principal de la domination masculine, on va dire. Merci beaucoup. Ah, merci. Tu redonnes le micro. Oui, pardon. Attends, je vais la présenter. Oui, je voudrais d'abord remercier Margaret Marouani pour la qualité de ce travail remarquable et les conclusions qui nous ont été présentées montrent à la fois l'enjeu et les questions centrales qui ont été posées. Merci d'avoir levé le voile sur la réalité, la permanence et les limites du travail des femmes pendant un siècle. Je vais donner la parole à Christiane Marty, qui va intervenir sur la situation des femmes face à la crise. Christiane Marty, qu'on connaît bien, puisque elle a aussi, je crois, cette démarche qu'on apprécie énormément, qui nous permet d'avoir quelqu'un qui a une rigueur scientifique dans son analyse et dans son approche, tout en étant totalement inscrite dans une militance, notamment à ATTAC, puisque vous êtes membre du conseil scientifique d'ATTAC, et vous nous apportez des éclairages toujours très intéressants sur la situation des femmes, de la réalité de leur travail, du sous-emploi, dans les processus de mondialisation, en montrant comment ces processus et les mécanismes qu'ils génèrent, de fait, créent une réelle insécurité économique pour les femmes. Je vous donne donc la parole, Christiane Marty, pour un quart d'heure, 20 minutes. Oui, merci. Bonjour et merci de m'avoir invité à cette journée.
Alors je vais, oui, parler de l'évolution de l'autonomie des femmes avec la mondialisation, puis la crise et l'austérité. Et comme ça a été dit, l'autonomie des femmes a plusieurs dimensions. Moi, je vais me consacrer à la question de l'autonomie financière, c'est-à-dire l'accès à un emploi, et à un emploi rémunéré, et ce qui est lié le niveau également de rémunération. Et d'abord, je rappelle que la mondialisation, c'est un processus qui a commencé dans les années 1980, avec des politiques néolibérales qui ont installé une libéralisation des marchés financiers et la liberté de circulation des capitaux, des biens, des marchandises, des services. Ces mesures, elles ont conduit à une explosion de la sphère financière, les transactions qui ont été sans commune mesure avec les échanges concrets de marchandises, puisque désormais, la logique de placement des capitaux se fait dans une logique spéculative avec la recherche de profits liés à la variation des prix des produits financiers. Et donc, ces évolutions ont conduit à l'émergence d'une sphère financière au niveau mondial qui a pris beaucoup de pouvoir et qui, en réalité, a maintenant une emprise sur l'économique et sur la société de manière plus générale. En parallèle, il y a eu la liberté de circulation donc des capitaux et des marchandises. Ça a entraîné une nouvelle stratégie de développement des entreprises, avec une stratégie qui a englobé notamment les délocalisations, puisqu'il leur était permis désormais d'aller investir, d'aller s'approvisionner, d'aller s'installer dans le pays de leur choix. Évidemment, le pays a été choisi notamment en fonction des niveaux de fiscalité, du niveau du droit, que ce soit le droit du travail, le droit de l'environnement, le choix bien sûr étant les niveaux de droit les moins contraignants. Les salaires aussi, le coût de la main-d'œuvre la plus basse, et puis également les dispositions qui interdisaient, soit réprimaient fortement les syndicats. Ainsi, les entreprises, elles ont parfaitement su profiter de la division sexuelle du travail, ce qui fait qu'on le sait partout, dans tous les pays, les femmes sont moins payées, leur travail est moins valorisé, elles ont des salaires plus faibles. Et la main-d'œuvre féminine a très rapidement été vue comme la main-d'œuvre idéale, les salaires déjà plus faibles, mais également une main-d'œuvre réputée docile, endurante. Bon, on verra par la suite que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, une des conséquences, ça a été qu'il y a des centaines de milliers, des millions d'emplois qui ont été créés dans les pays, alors je dis en développement, pays du Sud, hein, pour faire vite. Les femmes en ont beaucoup profité, que ce soit dans des secteurs comme le textile, l'habillement, l'électronique ou le jouet, des secteurs qui emploient entre 70 à 90% de main-d'œuvre féminine, mais bien sûr avec des conditions de travail absolument déplorables. Les politiques de libéralisation qui ont instauré cette mise en concurrence généralisée des salariés, ça a inauguré ce qu'on appelle le dumping social, bon, le dumping fiscal également, mais le dumping social qui fait que lorsqu'il n'y a plus de réglementation sociale minimale, c'est la course au moins-disant social. Et donc, ça exerce une double pression sur les salariés, à la fois les salariés des pays développés qui sont sous le coup des menaces des entreprises de délocaliser, mais également les salariés des pays en développement, qui donc reçoivent les transnationales, les investissements des transnationales, et qui se retrouvent contraints d'accepter ces conditions absolument déplorables. Ben, c'est ça ou rien. Voilà, donc ces phénomènes ont entraîné évidemment une évolution importante pour de très nombreuses femmes. Et je vais donc, premièrement, essayer de répondre à la question comment a évolué la situation des femmes en lien avec cette mondialisation, sachant qu'il est impossible de répondre à une question aussi vaste en quelques minutes. Et je vais m'en tenir à dégager une grande tendance qui caractérise l'évolution du travail des femmes dans les dernières décennies. Même, bien entendu, la situation, elle est très variable selon les pays et selon les régions. On peut quand même constater une grande tendance qui est celle à la précarisation du travail. Et ça résulte, comme je viens de le dire, de la mise en concurrence des salariés. Et on peut aussi remarquer que la précarisation du travail des femmes, en réalité, c'était une voie royale pour finalement précariser le travail de tous. C'est ce qu'on peut appeler l'égalité par le bas. Alors, il y a deux formes de travail qui ont connu un développement très important et qui concerne en majorité les femmes, qui illustrent cette précarisation du travail. D'un côté, c'est le travail à temps partiel dans les pays développés du Nord, pour faire simple. De l'autre côté,
le développement de l'emploi informel dans les pays du Sud et qui s'est développé en parallèle avec les emplois formels dont je viens de parler, plus ou moins selon les régions. Évidemment, en Afrique, très fort développement de l'emploi informel, un peu moins en Asie ou encore un peu moins en Amérique du Sud. Je mentionne simplement ces faits, je ne développe pas, mais il y a des travaux, bon, notamment des chercheuses, et en France, Elena Hirata, les chercheuses du CNRS, le MAGE, etc., qui ont beaucoup travaillé dessus. À Attaque, nous avions fait, il y a quelques années, un petit livre aussi sur quand les femmes se heurtent à la mondialisation. Voilà. Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'accès à un travail rémunéré, sur le fait que ça a représenté une évolution très significative dans la vie de ces femmes, et particulièrement dans les pays, évidemment, où la domination patriarcale, elle est la plus forte. Ces femmes ont pu sortir de leur isolement, que ce soit à la campagne ou que ce soit à la ville, et surtout, elles ont acquis donc cette autonomie financière, ou en totalité ou en partie, face à une oppression patriarcale qui est très forte. Gagner un salaire, le ramener dans la famille, parfois même représenter le seul revenu monétaire dans la famille, et bien ça permet, c'est un levier assez puissant pour bousculer les stéréotypes et les préjugés sexistes. Ça modifie les rapports de force au sein de la famille, ça apporte un pouvoir de négociation sur les décisions à prendre au sein de la famille, et les femmes acquièrent également plus de confiance en elles-mêmes. L'autre côté, c'est qu'évidemment, les conditions d'exploitation de ces emplois qui ont été créés interdisent de parler d'avancée. On connaît l'exemple des zones franches, qui est carrément un exemple caricatural, mais où il y avait des conditions de travail absolument inhumaines, des durées épuisantes de 10 à 13 heures par jour. Je dis il y a encore, non. Des conditions de travail insalubres qui ont causé de graves problèmes de santé aux ouvrières. Évidemment, les salaires extrêmement faibles. Une répression implacable de toute velléité de construire des syndicats qui, malgré tout, a quand même pu être contournée et susciter des luttes. Donc ces femmes qui ont accédé à un emploi, même s'il leur a permis de secouer le joug de la domination masculine, elles n'en ont pas été libérées pour autant, puisqu'elles ont continué d'assurer tout ce qui est le travail domestique, et donc ce qu'on connaît bien, qui est la double journée. Et ces femmes ont connu maintenant une double oppression, si on veut, toujours l'oppression patriarcale et une exploitation économique de leur travail salarié. Donc, le plus important, c'est de retenir que les effets de la mondialisation libérale sont contradictoires entre l'accès à un emploi qui est véritablement porteur d'une indépendance financière et les conditions de travail absolument déplorables qui ont été faites. Mais précisément, le fait que les femmes ont subi ces injustices graves, elles ont été victimes de cette exploitation économique, leur permet de prendre conscience de la nécessité de s'organiser, de développer des luttes, ce qu'elles ont réussi assez souvent à faire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles ne parlaient pas simplement de l'amélioration de leurs conditions de salaire, mais également de tout ce qu'il y avait autour, des conditions de travail et des conditions de vie. Beaucoup de négociations dans les pays du Sud ont porté sur la sécurisation du trajet entre le domicile des femmes, par exemple, et le lieu de l'usine où elles risquaient des agressions des hommes. Voilà, bon, une autre caractéristique tout de même de la mondialisation, je ne peux pas tout développer, mais qui est en lien avec l'autonomisation des femmes, c'est l'accroissement de la part des femmes dans les migrations. Aujourd'hui, les femmes représentent la moitié des migrants. C'est le phénomène inverse de la délocalisation des entreprises qui vont à la recherche du coût de main-d'œuvre bon marché. C'est la main-d'œuvre bon marché qui vient dans les pays du Nord à la rencontre de l'emploi. Et donc la précarité, elle est évidemment encore accrue du fait du statut très, très précaire des migrants. Donc je vais passer à l'impact de la crise. Les excès de la finance hors de tout contrôle démocratique, pour faire un raccourci, ont conduit à la situation de crise que l'on connaît aujourd'hui. Et l'impact de la crise et l'impact de l'austérité sur les femmes, je vais en parler en développant toujours l'angle de l'autonomie financière, c'est-à-dire les évolutions qui ont concerné leur accès à l'emploi, le chômage, le niveau de revenus, qui sont à la fois le salaire, mais également tout ce qui concerne les prestations sociales. Un salaire ou un revenu peut ne pas être suffisant pour apporter l'autonomie financière. La crise actuelle est en fait, ce n'est pas simplement une crise de la dette, c'est une crise globale, qui est une crise financière, économique, sociale, écologique, démocratique. Bon. Cette crise, elle a des effets, on le sait tous, très négatifs sur une majorité de la population, mais plus particulièrement encore sur les femmes, que ce soit dans le travail comme dans leur vie privée.
Premièrement, les femmes sont davantage exposées à la précarité de l'emploi, à la pauvreté. Et en période de récession, ce sont les personnes déjà précaires, donc majoritairement des femmes, qui sont encore plus vulnérables, et notamment celles qui sont exposées à des discriminations multiples, les jeunes femmes, les femmes immigrées, les mères célibataires, etc. Les femmes, elles sont donc plus touchées par la crise, plus touchées par les mesures d'austérité, et ce, de façon diverse. Et ce n'est pas simplement les féministes qui font ce constat. Il y a un certain nombre de rapports des organismes internationaux, comme depuis plus de 2 ans, 3 ans même, la Confédération syndicale internationale, la CES, Confédération européenne des syndicats, des instances, le Parlement européen, la Commission européenne. C'est quelque chose qui est maintenant bien établi. Là encore, si la situation elle varie fortement selon les pays, selon les secteurs d'activité, les conséquences de la crise, on peut quand même dégager 4 grandes tendances au niveau mondial sur l'emploi, sur la question de l'emploi. Premièrement, l'augmentation du chômage et du sous-emploi. Un fort développement de l'emploi précaire informel, une forte augmentation du nombre de travailleurs et travailleuses pauvres, et enfin une baisse des salaires. Et dans chacune de ces 4 tendances, il faut remarquer que les femmes sont les plus particulièrement concernées. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui, chacune de ces 4 aussi, qui pénalise leur autonomie. Concernant le chômage et le sous-emploi, on sait tous et toutes que la crise a entraîné une hausse du chômage et, dans un premier temps, ce sont les secteurs où les hommes sont majoritairement employés qui ont été touchés. Secteur de l'industrie automobile, du bâtiment, dans les transports. Ce sont d'ailleurs aussi les secteurs qui ont fait l'objet de plans de relance économique. Ensuite, dans une seconde phase, ce sont les secteurs à dominante féminine qui ont été touchés, secteur des services, de la santé, etc. Ce qui fait que le taux de chômage des femmes, qui avait été temporairement, au début des années 2009, rejoint par le taux de chômage des hommes, je parle de la France, mais c'est la même chose au niveau européen, le taux de chômage des femmes est redevenu supérieur, comme d'habitude, à celui des hommes. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que, outre ce taux de chômage, Margaret Mariani l'a fait remarquer, les femmes, elles ont été également touchées par l'accroissement du sous-emploi, pour faire vite, le sous-emploi étant le temps partiel subi. Les femmes à temps partiel, elles ont subi pendant la crise des réductions supplémentaires de leur durée de travail et donc de leur salaire. Françoise Milewski, par exemple, a tout à fait des études là-dessus. Et concrètement, le taux d'emploi des femmes à temps partiel a très sensiblement augmenté. Ce constat est valable au niveau européen également. Dans son rapport de 2010, la Commission européenne, rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes, la Commission européenne notait « Il est important de prêter attention à l'évolution des taux de chômage, mais il ne faut pas perdre de vue d'autres tendances moins visibles, comme la surreprésentation des femmes parmi les chômeurs à temps partiel, c'est-à-dire les travailleurs à temps partiel qui aimeraient augmenter leur temps de travail, qui ne sont pas nécessairement enregistrés comme chômeurs. » Et de fait, en Europe, au niveau européen, en 2011, il y a 32% des femmes qui travaillent à temps partiel. Il faut aussi noter l'évolution très significative du langage de la Commission européenne. Elle parle maintenant non plus de travail à temps partiel pour les femmes, mais de chômage à temps partiel. Alors que pendant des années, quand on sait qu'elle a fait à longueur de temps la promotion du temps partiel pour les femmes, en laissant entendre que c'était ce qui permettait de concilier vie familiale et vie professionnelle, c'est un changement majeur. Et de même que la Commission européenne reconnaît maintenant que le meilleur rempart, je cite ces termes, le meilleur rempart contre la pauvreté est un travail à temps complet. En notant que le taux de pauvreté des femmes et les risques de pauvreté des femmes est supérieur à celui des hommes. Donc, évolution très importante. Il y a eu 2 traitements tout de même différents du chômage partiel. En France, par exemple, dans le secteur automobile, qui est un secteur d'emploi masculin, le chômage partiel a bénéficié d'indemnisation, alors que le chômage partiel des femmes n'est ni indemnisé, ni même reconnu. En plus de l'augmentation du temps partiel, la crise a entraîné une multiplication des contrats précaires aux horaires courts et aux très bas salaires, encore une fois, qui concernent très majoritairement des femmes. Et tout cela a abouti à une augmentation de la pauvreté, qui est évidemment quelque chose d'incompatible avec l'autonomie. Et maintenant, ce ne sont plus seulement les chômeurs ou les chômeuses qui sont pauvres, mais ce sont aussi les salariés.
avec des catégories particulières, donc les femmes qui élèvent seules leurs enfants et les femmes âgées de plus de 65 ans qui ont les plus forts risques. 35% pour les femmes célibataires, 22% pour les femmes âgées, contre 16% pour les hommes. Donc face à cette crise, les politiques d'austérité, eh bien, ces politiques, elles sont appliquées en Europe, un peu partout, toujours sur le même modèle. C'est des coupes dans les services publics, dans la protection sociale. Ça se fait au nom de la, soi-disant, nécessaire réduction des déficits publics. Il y a déjà une injustice dans le fait que ces politiques d'austérité font payer la crise aux salariés, aux chômeurs, aux retraités, et elles épargnent les vrais responsables de la crise que sont la finance, les grandes banques. Mais il y a une injustice supplémentaire dans le fait que ces mesures, elles ont ignoré totalement les effets différenciés de la crise sur les hommes et sur les femmes, et en faisant ça, elles en viennent à augmenter les inégalités entre les hommes et les femmes. Alors ces mesures, c'est tout le secteur public qui est touché, à la fois qui subit des réductions d'effectifs et de rémunération. Les femmes sont concernées à double titre, puisqu'elles sont d'une part les principales employées du secteur public, environ 70% au niveau européen sont des femmes, et elles sont également les principales bénéficiaires des services publics et des prestations sociales. Pourquoi? Bon, parce que les femmes continuent d'assumer le rôle de responsable principal dans la famille, s'occuper des tâches domestiques, parentales, des personnes âgées. Et quand les baisses de dépenses publiques concernent les services d'accueil des enfants, les services de santé, les maisons de retraite, etc., les prestations familiales, les allocations maternité, etc., ce sont les femmes qui se retrouvent obligées d'assurer toutes ces solidarités qui ne sont plus prises en charge dans le cadre collectif, dans le cadre socialisé de l'État. Leur temps de travail dans la sphère privée augmente, et ça se fait au détriment de leur travail rémunéré. Donc, je voudrais faire remarquer que les politiques actuelles qui sont menées contre les services publics, contre la protection sociale, sont une offensive contre l'État social, c'est-à-dire c'est une offensive contre les femmes. Parce que les femmes ont partie liée avec l'État social. Bourdieu l'a déjà dit il y a plus de 10 ans. Et à l'inverse, défendre les intérêts des femmes, c'est agir pour l'extension, pour l'amélioration des services publics, la petite enfance, la dépendance et de la protection sociale. Et c'est donc s'opposer à la marchandisation actuelle de tous ces secteurs. Et pour ne pas en rester à un tableau que je viens de donner qui est quand même assez sombre, je voudrais quand même finir avec une remarque plus positive sur les perspectives, c'est que la crise, à mon avis, permet quand même de se rendre compte de l'importance de tout ce pan de l'activité économique qui concerne l'économie du soin, le lien social, toutes ces activités qui sont assurées essentiellement par les femmes, avec un travail gratuit et invisible dans la famille, et avec un travail, la plupart du temps, sous-valorisé dans la sphère publique. Et elle permet de prendre conscience, donc, pour la société, de tout ce bien-être collectif que représente une protection sociale et des services publics de haut niveau. Donc, l'austérité qui, en plus d'être inacceptable sur le plan social, est totalement inefficace sur le plan économique, et ça, c'est reconnu par de plus en plus d'économistes, y compris même par le FMI. L'austérité, ça entraîne un cercle vicieux. Récession, baisse de recettes fiscales, difficultés supplémentaires à réduire les déficits publics, donc nouvelles mesures d'austérité. Voilà. Il y a d'autres solutions qui existent. L'austérité, elle n'est pas du tout incontournable. Et elle passe, au contraire, par des politiques de relance de l'activité économique qui devraient cibler prioritairement la satisfaction des besoins sociaux avec des services d'accueil de la petite enfance, de la dépendance, des crèches, etc. En plus de leur caractère essentiel pour la société, ces services représentent un potentiel énorme de création d'emplois. Il faudrait évidemment veiller à assurer une bonne qualité de ces emplois, revaloriser les salaires en conséquence, on en parlera plus tard, à ce qu'ils soient mixtes, ils ont vocation à sortir de la belle de métiers féminins. Et donc, je termine, pour s'opposer à ce cercle vicieux dont je parle de l'austérité, au contraire, un programme qui viserait une satisfaction des besoins sociaux. Ça pourrait être coordonné au niveau européen, les besoins sont les mêmes partout. Ça initierait un cercle vertueux autour de création d'emplois, relance d'activités économiques efficace et qui va dans le sens, je termine, du bien-être collectif. Ça favoriserait l'autonomie des femmes et donc, évidemment, ça serait une voie pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Excusez-moi, j'étais trop longue. Merci.
Merci Christiane. Eh bien écoutez, avec ces deux interventions, nous clôturons cette table ronde puisque notre amie universitaire d'Athènes, Maria Stratigaki, n'a pu se libérer. Donc je vous propose que nous passions au débat pendant un quart d'heure avant une petite pause et avant d'entamer la seconde table ronde sur l'autonomie par un travail et un emploi décent. Je voudrais saluer Monsieur Breton qui nous a rejoints et qui représente donc notre ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement, Madame Najat Vallaud-Belkacem. La parole est à vous pour un petit quart d'heure de questions et de réponses. Il n'y a pas de questions, ça va? Tiens, voilà. Allez. Oui, oui. Vous vous présentez en posant la question? Très bien. Séverine Lemierre, chercheuse à l'Université Paris-Descartes. En fait, j'avais une interrogation concernant l'intervention de Margaret Mariani. J'ai été surprise de... vous mentionnez qu'aujourd'hui, les femmes ne s'arrêtent plus au moment des maternités. Et c'est vrai que ça va à l'encontre quand même des travaux sur les trappes à inactivité. Et donc je m'interrogeais sur est-ce que le fait de parler de taux d'activité a une influence peut-être et pas de taux d'emploi, est-ce que ça a une influence sur ce résultat-là? Je m'interrogeais aussi sur des dispositifs comme le congé parental, où en définitive les femmes restent en emploi, sauf que le contrat de travail est suspendu. Et voilà, ça peut. Alors, il y a des réformes actuellement, donc ça modifie, mais on connaît quand même l'impact de ces dispositifs sur l'activité des femmes. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a d'autres renseignements un petit peu plus précis. Merci. On va prendre une série de questions, s'il y en a d'autres. Bonjour, Patrick Altman. Je voulais aussi interroger Margaret Mariani quand elle disait tout à l'heure que malgré la féminisation croissante de métiers, notamment on parlait de la magistrature, mais on peut parler aussi des métiers des médecins, ça n'allait pas de pair avec une dévalorisation des métiers. J'en suis pas convaincu du tout. Notamment quand il s'agit de métiers à numerus clausus ou à, je dirais, effectifs relativement constants. Pour les médecins comme pour les magistrats, on n'est pas sur des marchés qui fait que si l'activité se développe, on augmente la main-d'œuvre employée. Donc on est sur des populations à effectifs relativement constants. Donc si on voit beaucoup plus de femmes, c'est que les hommes se retirent. La question de savoir, c'est pourquoi les hommes se retirent de ces métiers. Et je pense que s'ils s'en retirent, c'est que justement, ils les considèrent comme moins valorisants et qu'ils vont ailleurs. On pourrait peut-être faire une petite étude en termes de métiers du droit, entre les femmes magistrates, juges, etc., et les hommes avocats d'affaires. On pourra peut-être aussi étudier, ça serait sûrement intéressant de voir, suite à ce que vient d'annoncer le gouvernement en ce qui concerne la garantie de ressources pour des médecins qui s'installeraient dans les déserts médicaux, savoir quelle proportion de femmes et d'hommes va s'installer dans ces déserts médicaux. À mon avis, on pourra peut-être voir des choses assez intéressantes. Donc je ne suis pas convaincu du tout que l'entrée massive des femmes sur ces métiers-là, au contraire, ne dénonce pas une vraie dévalorisation de ces métiers pour la société. Ok. Alors, Annick Coupé. Merci. Donc Annick Coupé, syndicaliste. Alors d'abord une question qui me turlupine depuis longtemps et que je sais pas trop comment la prendre en compte. C'est de fait cette question du travail invisible et du travail domestique. C'est-à-dire, évidemment, moi j'ai toujours été de celles qui ont combattu l'idée d'un salaire féminin lié au travail domestique, etc. Je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Et en même temps, on voit évidemment que cette question du travail invisible, domestique, pris en charge par les femmes est parfois une condition de la croissance économique. Bon, donc
comment articuler cette visibilité de ce travail sans enfermer les femmes là-dedans? Bon, voilà, c'est une question sur laquelle voilà, je pense que c'est une contradiction sur laquelle on n'arrive pas à avancer et qui, à mon avis, pèse y compris dans les débats. Bon, ça c'est voilà. Et deuxième chose, sur les conditions de l'autonomie et plus globalement sur le contexte politique dans lequel on est en France, moi je suis persuadée qu'il y a une vraie volonté politique de ce gouvernement, en tous les cas de la ministre. Je suis sûre de ça. Je pense que maintenant, la question qui est posée, c'est la contradiction qu'il peut y avoir entre cette réelle volonté politique féministe et des enjeux politiques qui ont été mis sur la table, y compris la semaine dernière avec le comité interministériel, et des choix concrets. Je vais prendre 3 exemples. Choix du gouvernement, augmentation de la TVA. Je pense que ce choix économique, il n'est pas neutre pour les femmes sur 2 points. Un, je pense qu'il touche les familles les plus en difficulté, les plus pauvres, donc familles monoparentales, etc., etc. Et ce que moi j'appelle un peu la double peine, avec beaucoup de guillemets, qui est l'affaire qu'en même temps, on touche aussi à la question des services publics, avec 10 milliards en moins pour les services publics. Bon. Donc, voilà, petite contradiction. Deuxième exemple que je vais prendre, qui est plutôt sur l'avenir, c'est sur la question des retraites. Dans cette salle, je pense qu'on sait tous ce qu'il en est des inégalités en matière de retraite qui découlent des parcours professionnels, etc. Je ne développe pas, tout le monde connaît. Il y a un élément fondamental dans cette inégalité qui est le mécanisme de la décote. Je ne développe pas, je pense qu'ici tout le monde sait en quoi ça joue très négativement pour les femmes. Dans les débats qui vont arriver dans les 6 mois qui viennent sur la question d'un nouveau débat sur l'avenir des retraites, il y aura plein de débats sur le financement, etc., etc. Il y en a un, moi, qui me semblerait évident, qui est cette affaire de décote. C'est-à-dire, au-delà des choix de financement, au-delà, etc., je veux dire, si la question de la décote était remise en cause, je pense que ça serait un élément, non pas d'égalité totale, mais en tous les cas, qui diminuerait les mécanismes de discrimination. Voilà. Ça, c'était le deuxième élément. Et le troisième exemple, là aussi, où on peut avoir d'un côté une volonté politique et après, ça suppose des choix concrets qui vont dans le sens ou pas de cette volonté politique. Vous savez qu'il y a un débat et des négociations sur la question de la sécurisation des parcours professionnels, de la sécurisation de l'emploi, etc., entre les partenaires sociaux. On sait ce que veut le MEDEF globalement, hein, plus de flexibilité. On sait que cette question de la flexibilité, et donc y compris en partie du sous-emploi, elle touche particulièrement les femmes. Est-ce qu'au bout du compte, quels seront les arbitrages je dirais, et qui auront forcément un impact sur les femmes. Donc je finis simplement en disant qu'il y a une vraie volonté politique, je crois, réellement, et qu'en même temps, elle va être à l'épreuve de choix qui iront ou pas dans le sens de cette volonté politique. Merci. Merci. Écoutez, je propose à ce qu'on réponde à cette première série de questions, sachant que la question d'Annie Coupé probablement sera reprise par Monsieur Breton. Je voudrais également saluer l'arrivée de mon collègue Christian Sauter, en charge des politiques économiques à la ville de Paris, ancien ministre. Merci Christian d'être avec nous. Je vais donner la parole donc à Margaret pour répondre. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment pour vous. Voilà, vous pourrez dire un mot. D'accord. Bien, il y avait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre, et pas des moindres, oui. Alors, à Séverine Lemierre. En effet, il y a eu dans la période récente des trappes à inactivité. Il y a toute la question du congé parental dont je n'ai pas parlé parce que je n'avais pas beaucoup de temps. C'est vrai que, par exemple, le congé parental, il a fait, il a happé un certain nombre de femmes, les a fait sortir du marché du travail. Elles se sont retrouvées soit inactives, soit ensuite, au bout du compte, chômeuses. C'est vrai. Et c'est vrai que ça a eu un effet sur les chiffres des taux d'activité des femmes concernées par ces classes d'âge. Seulement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une visibilité sur le siècle, hein, de cette question de la discontinuité. Et c'est vrai que si on prend globalement, ce qui frappe, c'est quand même plutôt
la continuité de l'activité professionnelle des femmes à toutes les époques, sauf une parenthèse entre 1946 et 1968. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas en tête et qu'on a vraiment découvert et qui nous a surpris. Hein. On a recalculé, recompté, on ne s'est pas trompé, qu'est-ce que c'est que ça, mais pourquoi ça ne correspond pas à l'idée qu'on en avait? Eh bien non, ce qui frappe, c'est quand même ça, ce qui veut dire que... comment dire, l'activité professionnelle des femmes n'est pas si dépendante que ça des cycles de vie familiaux et de la vie de famille, comme on le dit tout le temps. Et ben non, c'est pas si simple que ça, et je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Alors ça n'empêche pas que le problème des congés parentaux, pour moi, c'est une question très grave, et c'est vrai que c'est un retour en arrière. Bon, appelons un chat un chat. Voilà, je ne sais pas si je vous ai entièrement répondu. Monsieur, sur les métiers... les métiers féminins et masculins, les professions... Alors, l'idée que la dévalorisation serait le destin de tout métier qui se féminise, je pense que c'est une idée fausse, là encore. Hein, parce qu'il y a un certain nombre de métiers, des professions supérieures, comme on appelle, qui se sont féminisées. Mais pourquoi ? Vous dites pourquoi les hommes sont partis, mais aussi pourquoi les femmes sont arrivées, parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiantes qui ont fait des études de droit, qui ont fait des études de médecine, et une fois, de temps en temps, il faut bien qu'on les retrouve à exercer des métiers pour lesquels elles ont été formées. D'une part, ça ce sont ces segments de la population active où les femmes récupèrent dans le monde du travail ce qu'elles ont réussi à l'université et à l'école, ce qui n'est pas le cas partout, hein, mais pour ces professions-là, on le rencontre. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas parce qu'une profession se féminise qu'il y a l'égalité entre hommes et femmes au sein de cette profession. La profession des médecins s'est très fortement féminisée. Pour autant, il n'y a pas égalité entre femmes et hommes médecins. Ils n'ont pas les mêmes carrières, n'exercent pas dans les mêmes spécialités, n'ont pas les mêmes salaires. On peut dire la même chose des journalistes, on peut dire la même chose des magistrats. Donc, la féminisation, ce n'est pas l'égalité. Hein, ça, c'est vrai. Mais que féminisation égale dévalorisation, ça, non. Je dirais non. Voilà. Annick, c'était pas les questions que tu posais ne s'adressaient pas spécialement à moi, donc sur le travail invisible, travail domestique. Si le problème du travail domestique, bon, c'est très compliqué. Il y a eu des essais de chiffrage là qui ont pesé, qui ont été importants. Hein, quand les travaux d'Annie Fouquet, d'Anne Chadeau, qui ont montré le poids du travail domestique dans le PIB. Mais c'est vrai que quand arrive tout de suite après la revendication à un salaire pour ça, c'est là que on rentre dans des choses très, très, très compliquées. Moi j'ai parlé parce que si on regarde sur le siècle, évidemment aujourd'hui avec l'hégémonie du salariat, la question se pose moins des frontières entre le travail domestique et le travail professionnel. Mais c'était tout le problème des agricultrices ou des femmes d'agriculteurs au début du siècle, c'était tout le problème des femmes qui travaillaient à domicile, hein, qui avaient des statuts tout à fait mouvants entre le travail domestique, activité professionnelle, inactivité. On ne savait pas où mettre le curseur et selon la façon de définir les choses, elles passaient de l'un à l'autre, mais leur situation sociale était exactement la même. Ça c'est un problème que l'avènement massif du salariat a rendu moins important, mais qui a existé jusqu'aux années 60 très fortement. Il est résiduel aujourd'hui. Oui, mais moi je vais juste ajouter un mot sur la question du travail domestique gratuit. Évidemment, quand on le dit, je pense beaucoup de féministes, quand ils pointent, il et elle pointent le travail domestique gratuit, c'est pas dans l'idée de revendiquer un salaire maternel. Enfin, personnellement, moi je suis tout à fait opposée à cette idée-là, mais c'est dans l'idée de faire reconnaître et de faire prendre conscience de l'ampleur de la production de richesse que ça signifie. Et donc, il y a quand même depuis maintenant plus d'une dizaine d'années des travaux au niveau mondial pour remettre en cause ce qu'est la mesure de la richesse qui est soi-disant comptabilisée dans le PIB, pour prendre en compte justement des évaluations de tout ce qui est travail donc à côté, domestique, parental, etc. Et alors là, dernièrement, justement, l'INSEE, là, juste il y a 15 jours, a reproduit une étude au niveau français suivant comment le travail domestique est comptabilisé dans un périmètre plus ou moins étroit ou un peu extensif. Les évaluations arrivent à quelque chose qui est entre 15% et 70% du PIB. Donc n'importe comment, c'est quelque chose, si on prend des fourchettes intermédiaires, qui est énorme. Pour moi, l'important de le rendre visible, je vais juste donner un exemple, c'est qu'il y a quelques années, en Afrique, c'est à partir du moment, dans certains pays, c'est à partir du moment où on a chiffré le temps que passaient les femmes à aller chercher l'eau, le temps perdu avec les problèmes d'environnement, ce parcours s'allonger, quand on a chiffré ce parcours-là et vu l'ampleur de ce que ça représente
représentées dans l'emploi du temps des femmes, certains pays se sont occupés de faire des politiques d'adduction d'eau potable, par exemple. Donc ça, c'est le lien, c'est pas être payé, mais c'est rendre visible et influencer les politiques publiques. Deuxièmement, sur ce qui est en train de se passer ou non avec le gouvernement pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense qu'au bout du compte, tout le monde sera d'accord. La volonté politique de faire avancer les choses en la matière, elle se mesure au budget qui y est consacré. Alors évidemment, on sait que chaque fois dans les périodes de crise, c'est toujours, et de fait, c'est toujours les politiques pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui ne sont pas prioritaires le reste du temps, qui le sont encore moins, et souvent c'est des subventions les premières à passer à la trappe. Mais quand c'est difficile... Et donc notamment quand on demande, par exemple, et que toutes les féministes montrent l'importance d'avoir des constructions de crèches, eh bien oui, les crèches, ça coûte des sous, d'investissement, mais de notre côté, c'est ce que j'ai essayé de montrer à la fin de mon intervention, des politiques de relance de l'activité économique tournées vers ça, c'est l'inverse du cercle vicieux de l'austérité, c'est quelque chose qui est à même de favoriser une relance économique. Merci beaucoup. Je vous propose un quart d'heure de pause. Pas celui-là. Il y a un petit problème. Un quart d'heure de pause, mais pas plus, parce qu'il faut impérativement que nous puissions reprendre nos travaux pour la deuxième table ronde à 11h30. Merci.